Bonjour. J'ai invité aujourd'hui un avocat français, parisien, maître Éric Moutet du barreau de Paris, pour nous parler de l'Afrique, parce que vous êtes en quelque sorte, une de vos spécialités, c'est de défendre des clients, des personnes qui se trouvent en Afrique, ou en attaquer d'autres. Oui. Ça va toujours dans les deux sens. Alors, qu'est-ce qui vous a amené en Afrique ? Qu'est-ce qui m'a amené en Afrique ? Le hasard des dossiers, vous savez, c'est un métier d'avocat, je pense, où on est choisi et où on ne choisit pas nécessairement les causes qu'on défend. Donc je pense que je suis même absolument certain que le hasard m'a amené en Afrique et le plaisir de côtoyer les Africains et de découvrir de nouvelles cultures m'y a installé sur un certain nombre de procédures. Ce n'est pas mon activité principale, mais effectivement, il y a quelques dossiers passionnants. Alors là, il y a une affaire énorme dont vous vous occupez avec d'autres confrères, c'est ce qu'on appelle l'affaire Afriland. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, grosso modo, de quoi il s'agit ? Alors, l'affaire Afriland est une banque en RDC qui a été mise en cause par un certain nombre d'ONG, deux ONG plus précisément, Global Witness d'une part et le PLAF, ou la PLAF d'autre part. La PLAF est la plateforme de protection des lanceurs d'alerte en Afrique, animée par mon confrère au barreau de Paris, William Bourdon. Et donc ces deux ONG poursuivent de leurs assiduités un homme d'affaires israélien travaillant en RDC, un nommé Dan Gertler, qui a été placé sous sanction de l'OFAC, des États-Unis, en 2017. Et en 2020, ces deux ONG ont décidé de publier un rapport destiné à informer le public, en tout cas c'est ce qu'elles annoncent, sur la manière dont elles estiment que Dan Gertler et sa galaxie, comme il la désigne, aurait contourné les sanctions américaines à travers un certain nombre d'opérations opaques. Alors, qui est Dan Gertler ? Dan Gertler, c'est un homme d'affaires israélien qui travaille dans la mine et qui détient un certain nombre de concessions minières en République du Congo, République démocratique du Congo, depuis très longtemps. C'est quelqu'un qu'on considère comme étant ou ayant été un proche de l'ancien président Kabila. Et donc, il est mis en cause à travers ce que ces ONG dénoncent comme des opérations irrégulières, des faits de corruption, etc. Et donc, si vous voulez, alors, dans ce rapport publié par elle au mois de juillet 2020, ne sont pas nécessairement pointées des opérations de corruption, mais plutôt un montage ayant, selon elle, permis à Gertler, à travers la complicité d'Afriland et la banque et d'autres personnes, de contourner l'interdiction américaine prononcée par le Trésor américain, puisque l'OFAC est une émanation du Trésor américain et délivre comme ça des licences, des autorisations de travailler en dollars, comme on dit. Et c'est vrai que la perte de cette licence OFAC entraîne des conséquences économiques pour des acteurs comme les Dan Gertler, extrêmement préjudiciables. Alors attendez, quand on lit le dossier qu'on trouve dans la presse et sur les réseaux, il est question aussi de transport d'argent liquide, dépôt de millions de dollars dans des banques. C'est assez rocambolesque. Ah, c'est totalement rocambolesque. C'est un roman de mauvaise fiction, d'espionnage à la sauce israélo-américaine. Enfin, c'est politique, c'est contre Kabila ? Oui, il est absolument évident que Kabila semble être la cible d'un certain nombre de personnes et que donc les individus ou les entités
ayant pu travailler avec lui ou l'ayant approché sont aujourd'hui bâchés, hein, comme on dit. Mediapart vient de feuilletonner sur une série là, directe contre l'ancien président Kabila. Donc il y a, à notre sens, évidemment, des intentions politiques évidentes derrière ces dénonciations portées par certaines ONG. Voilà, animés et financés par d'autres réseaux, de manière assez transparente hein, d'ailleurs, parce que les financements directs de ces ONG sont des financements affichés, assumés. Et quand vous voyez apparaître sur la liste des donateurs l'Open Society, on parle de la fondation de George Soros et donc de sa fondation Open Society. Voilà, donc nous sommes absolument convaincus, étant l'avocat d'Afriland, on peut le dire sans trop de difficultés, nous sommes absolument convaincus que d'être les victimes collatérales d'une guerre politique qui nous dépasse en réalité. Donc, comme avocat, on fait ce qu'on peut, hein, avec nos petits moyens. Et on a porté plainte contre vous aussi. On a porté plainte contre moi. Je devrais me défendre au mois de février 2022 d'une attaque en diffamation devant la 17e chambre du tribunal judiciaire de Paris, à la suite d'une conférence de presse que j'ai donnée à Kinshasa. Parce que, évidemment, la banque, à un moment donné, a décidé de se défendre dans ce dossier. Et elle a surtout des éléments de preuve relativement significatifs qui démontrent qu'un certain nombre d'affirmations portées par ces ONG sont des preuves fabriquées, de fausses preuves. Hein. Et nous avons, et je peux le redire aujourd'hui devant vous, nous avons des éléments, une base factuelle, comme on dit en matière de droit de la presse, suffisante pour considérer que un certain nombre d'affirmations qui ont été portées, échangées au cours, avant la publication de ce rapport et à l'occasion de la publication de ce rapport, sont de fausses informations. Voilà. Et donc, nous avons essayé, avant la publication du rapport, de discuter loyalement avec ces ONG en leur demandant d'une part de nous communiquer de manière précise les éléments qu'ils disaient détenir contre nous pour qu'on puisse les discuter contradictoirement. Jamais été possible d'examiner quoi que ce soit. Et nous avions proposé nous-mêmes d'ouvrir les livres, c'est-à-dire d'avoir une discussion contradictoire et loyale sur la preuve avant que cette publication déflagratoire hein, sur le plan réputationnel n'intervienne. Un petit mot quand même, nous sommes dans ce qu'on appelle aujourd'hui communément le système du leaks, c'est-à-dire des informations qui sont normalement couvertes par le secret bancaire en ce qui nous concerne et qui sont détournées par des personnes de l'intérieur de la banque, en l'occurrence 2 anciens salariés, qui se déclarent du jour au lendemain comme étant lanceurs d'alerte, qui communiquent une masse très substantielle d'informations à certaines ONG qui décident de les utiliser pour les publier. Et cette publication se fait évidemment sur leurs outils d'ONG, c'est-à-dire sur leur site internet et sur leur propre réseau, mais elle se fait aussi de manière concomitante dans la presse, et là en l'occurrence dans la presse mondiale. C'est-à-dire que ce système de leaks conduit à une attaque ultra-violente contre des individus, contre des sociétés, de manière concomitante, c'est-à-dire qu'appuie sur le bouton au même moment Le Monde en France, Bloomberg sur la partie anglo-saxonne, Haaretz en Israël et d'autres organes de presse. Donc à la même heure, à la même minute, à la même seconde, tout ça apparaît en bandeau et vous avez donc la dénonciation, la publication d'un rapport. Voilà. Quelles sont les sommes en jeu dans cette affaire à combien se monteraient toutes ces affaires? Alors,
En réalité, c'est plutôt un ordre d'idées parce que il n'y a pas de somme qui soit véritablement affirmée. Il n'y a pas le produit d'un délit, si vous voulez, qui est souligné. Il y a plus la description, enfin, on voudrait décrire un système, c'est-à-dire on voudrait démontrer que l'argent a circulé de manière occulte alors qu'il n'aurait pas dû. Hein? Donc c'est plus le contournement, si vous voulez, de l'interdiction que le recel ou le produit d'une corruption ou du blanchiment d'argent. Quel est l'intérêt de ces ONG? Quel est leur intérêt à agir? Alors, je pense qu'il faut leur poser la question. Quel est leur intérêt à agir? Ça n'est pas que pour se faire mousser. Non, je pense que, si vous voulez, il y a des ONG qui poursuivent, enfin la plupart des ONG d'ailleurs, poursuivent des luttes et des combats et des batailles absolument légitimes. Il n'est pas question, ce n'est pas un procès en légitimité dans ce dossier qui est, que je décris. Mais là, en l'occurrence, ce que je pense, ce que je suspecte, c'est que à travers ces ONG, s'expriment, se diffusent des intentions politiques moins en conformité, dirons-nous, avec l'objet statutaire de ces organisations. Anti-Kabila. Anti-Kabila, voilà, tout à fait. Alors, et c'est vrai que le lien entre les Américains, entre l'OFAC et les ONG est absolument assumé. Il y a eu, il y a quelques semaines, la mise sous sanction d'une autre personne par l'OFAC, une autre personne de la RDC, et le communiqué de presse de l'OFAC annonce très clairement la couleur, disant « Nous avons été saisis d'un certain nombre d'informations produites par les ONG, et grosso modo, la sanction tombe, si vous voulez. » Donc il y a un lien direct entre des opérations de lobbying, bashing, enfin, comme on voudra les appeler, qui conduit les Américains, en l'occurrence l'OFAC, à prendre une décision de sanctions extrêmement redoutable. Le système américain est ainsi fait, et il est, pour un avocat déjà, mais en plus un avocat européen, latin, assez choquant, si vous voulez, parce que c'est une manière d'inverser la procédure et le système de la preuve. C'est-à-dire que avant de... Vous avez approuvé, vous êtes innocent. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire que dans nos systèmes, il y a quand même des mécanismes de présomption d'innocence, de procédure qui font que, avant d'arriver à la sanction, la partie poursuivante doit démontrer votre culpabilité. Or là, la culpabilité est présumée, à vous, camarades, de rapporter la preuve contraire. Et parfois, elle peut être coton. Et puis surtout, elle est politique aussi. Elle est politique, parce que ce sont des instruments politiques. Quelle est la prochaine étape dans cette affaire ? Alors, nous avons nous-mêmes déposé une plainte avec constitution de partie civile en diffamation à la suite du dépôt de ce rapport. Donc, il y a plusieurs avocats qui interviennent dans ce dossier. Pourquoi nous sommes obligés d'en passer par le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile ? C'est parce que les auteurs du rapport, et sanctions mine de rien, ne sont pas nommés. C'est-à-dire que nous savons que ça provient de Global Witness et de la PLAF, mais personne ne met son nom. Donc on est obligé d'en passer par un magistrat, un juge d'instruction, qui doit aller vérifier la qualité d'auteur de ces publications pour pouvoir ensuite renvoyer l'affaire devant le tribunal correctionnel. Donc les premières étapes sont des étapes de la procédure pénale, premièrement. Deuxièmement, il y a également une plainte qui avait été déposée à Paris au mois de juillet, avant la publication du rapport, puisque nous considérons qu'il y a eu des abus de confiance, des détournements de documents, des violations du secret bancaire. Et nous considérons que les deux anciens salariés ne peuvent absolument pas se prévaloir du statut de lanceur d'alerte. Du statut de lanceur d'alerte, parce que pour pouvoir être un lanceur d'alerte, il faut avoir lancé l'alerte. C'est même la définition intrinsèque de cette qualité qui permet une protection, en France en tout cas. Mais là, en l'occurrence, il n'y a jamais eu d'alerte de quelque manière que ce soit effectuée par les deux anciens salariés. Il y a simplement
une intention très C'est une affaire qui peut durer longtemps, alors. C'est une affaire, en tout cas, qui est en procédure, mais comme toujours, et c'est vrai qu'en ce moment, c'est malheureusement le cas dans pas mal de dossiers, la justice a toujours un train de retard. La justice a toujours un train de retard, forcément, par rapport à des attaques réputationnelles dans la presse, dans les réseaux sociaux, qui produisent des effets terribles. Et est-ce qu'il est difficile pour un avocat français de travailler en Afrique? C'est surtout dans l'Afrique francophone. Écoutez, non. Nous sommes les bienvenus à peu près partout. Et avec la plupart des pays, il y a des accords de réciprocité qui permettent aux avocats africains de venir plaider en France et aux avocats français d'aller plaider en Afrique. Ce n'est pas le cas en RDC. C'est un des pays où on ne peut pas. Ce qui fait que nous passons, s'agissant des affaires directement pilotées à Kinshasa dans ce dossier-là, ce sont des avocats africains à Kinshasa qui travaillent les dossiers et nous travaillons directement les dossiers sur la partie française. Mais ça se passe, enfin les rapports sont tout à fait excellents. Et sur la partie judiciaire, parce que c'est vrai que les deux ONG mettent en cause le système judiciaire de la RDC et la manière dont la justice a été rendue à l'encontre de ces deux personnes, puisqu'il y a eu des procédures là-bas contre elles qui ont conduit à des condamnations. Moi, je n'ai pas pu plaider, mais j'étais présent pendant les procès et les procédures en Afrique à Kinshasa, et je veux dire que les juges ont fait un travail de juge absolument normal et qu'ils ont vérifié l'ensemble des éléments du dossier avant d'entrer en voie de condamnation. Donc c'est vrai que le procès un petit peu particulier qu'on fait à la justice africaine parfois, peut-être un petit peu rapidement esquissé. Je pense qu'il faudrait inviter un certain nombre de personnes à se rendre dans les prétoires là-bas pour constater que la justice a plutôt tendance à bien fonctionner aussi. Alors, je voulais vous parler d'un autre dossier dont vous vous occupez, c'est l'affaire du journaliste disparu au Mali. Oui. Où en est-on? De quoi s'agit-il exactement? C'est un journaliste engagé. Oui, alors Birama Touré est un de vos confrères malien qui officiait dans une publication dite d'opposition, pour faire court, opposition à l'ancien président Ibeka. À quelle époque? Donc lui, il a disparu, je ne parle pas d'Ibeka, je parle de Birama en 2016. Et il n'a jamais réapparu, donc il a été interpellé à la veille de son mariage par des officiers de police, mené à la sécurité d'État, et il n'est jamais réapparu. On a des éléments au dossier qui nous laissent à penser qu'il a été purement et simplement supprimé. Donc des plaintes ont été déposées au Mali. Alors, pour des raisons politiques, c'est vrai que les magistrats au niveau du parquet, au niveau de l'instruction, pendant quelques années, ou en tout cas avant le changement de régime, ont eu tendance à laisser ça un petit peu sous le coude. On peut comprendre les avec le changement de régime révérentiels qui étaient les leurs vis-à-vis de l'organisation politique. Aujourd'hui, les choses avancent davantage et nous avons effectivement un juge d'instruction qui travaille et un procureur qui fait son métier. Et donc, on avance. Il y a eu une demande d'extradition formulée par les autorités maliennes vers les autorités de la Côte d'Ivoire pour extrader, entendre le fils d'Ibeka qui semble être en proximité de ce dossier. Je n'ai pas accès pour le moment à la procédure pénale malienne, donc je ne m'avancerai pas davantage, mais en tout cas les autorités sur place ont considéré qu'il convenait d'entendre le fils de Et vous pensez que la Côte d'Ivoire va donner suite? Ça, on ne sait pas. Ça, je ne sais pas. Qui représentez-vous dans cette affaire? Moi, je représente la famille de Birama Touré et son ancien employeur, le journal avec lequel il travaillait, le Sphinx, donc le directeur de la publication, le journal, et une partie de sa famille. Et donc, ça, c'est une affaire extrêmement délicate. On va voir comment elle va évoluer pour ce confrère disparu et qui faisait l'objet de menaces.
qui a fait l'objet de menaces très clairement. Le journal d'ailleurs avait été attaqué en diffamation par le fils d'Ibeka. Donc on va dire qu'il y avait des frottements qui existaient déjà entre ce journal et un représentant significatif du pouvoir politique en place à l'époque. Alors après, à dire qu'il y a un lien de cause à effet, on en est encore un peu loin. Mais en tout cas, cette demande d'extradition exprime, semble-t-il, une nécessité du dossier d'entendre un personnage politique important ayant eu autorité à l'époque. Alors vous défendez aussi, si j'ai bien compris, devant les tribunaux français, des salariés d'entreprises qui sont en Afrique. Comment cela est-il possible ? Alors, l'idée, si vous voulez, alors là on passe sur un volet un peu plus social, droit du travail, l'idée étant de considérer qu'à un moment donné, les sociétés françaises, pour l'Afrique francophone en tout cas, doivent répondre à un moment donné de leurs actes sur des décisions qu'elles prennent ici et qui ont des impacts au sein de leur société et de leur filiale en Afrique. Voilà. Parce qu'on sait comment les choses fonctionnent, on connaît le produit de la décolonisation, on sait aussi comment les entreprises françaises, en l'occurrence, ont pu continuer à fonctionner dans les pays africains pour se maintenir et voilà, exploiter un certain nombre de richesses et continuer d'en percevoir les fruits. Je ne discute même pas la question. Mais elles l'ont fait à travers des sociétés filiales installées à l'étranger, tout en continuant de prendre véritablement les décisions économiques et sociales et d'en être les auteurs et les animateurs. Donc là, il s'agit de licenciements et les personnes qui ont été licenciées dans différents pays africains peuvent se pourvoir en justice par votre intermédiaire en France. C'est ça. Alors, quand vous dites peuvent, j'aimerais bien pouvoir le dire aussi vite que vous l'exprimez. Il faut le démontrer. Et il faut, en droit, le dernier dossier sur lequel nous travaillons, qui est un dossier gabonais, on ne va pas donner le nom des parties, c'est un dossier en cours, mais il faut démontrer ce qu'on appelle en droit du travail le co-emploi, qui était une notion extrêmement large retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation, qui tend à se restreindre de plus en plus, parce qu'elle a eu énormément de succès, et qui revient à dire, si vous voulez, qu'à partir du moment où vous avez deux entreprises et qu'on considère qu'elles sont co-employeurs, eh bien, elles sont co-responsables des conséquences qui sont prises par l'une ou par l'autre. Et l'intérêt de la chose, dans le dossier qui nous occupe par exemple, c'est que la société FI qui est installée en Afrique a été liquidée purement et simplement, qu'il n'y a aucun mécanisme de protection et de garantie pour les salariés qui sont licenciés en matière économique, alors que les garanties existent ici. Et puis surtout, ici, les sociétés sont in bonis, c'est-à-dire le groupe, la maison mère, continue à afficher des profits records. Et donc, si on arrive à démontrer le lien, la situation de co-emploi, c'est-à-dire l'influence absolue de la maison mère dans les décisions prises par la société FI, eh bien, là où ces Africains au pays n'auraient pas pu obtenir un franc CFA, peuvent ici, en France, sur un mécanisme de garantie, être certains d'avoir gain de cause sur le plan financier. Alors, non pas que le litige se transporte ici. Dans ce dossier-là, les Africains ont saisi les juridictions du travail au Gabon. Donc vous avez en parallèle un dossier qui se plaide à travers et par des avocats gabonais qui défendent leurs clients devant les juridictions du travail de manière absolument classique. Et puis, s'ils obtiennent gain de cause, ce qu'ils souhaitent, c'est de pouvoir avoir une garantie de bonne exécution de la décision des juges gabonais. Et le seul moyen pour cela, c'est qu'effectivement le juge français reconnaisse à la maison mère ici cette qualité de co-employeur pour que là où ces Africains sont absolument certains de ne rien obtenir sur le plan financier en dehors d'une belle décision de condamnation, s'ils l'obtiennent, eh bien, que cette décision gabonaise puisse trouver exécution par le biais d'une garantie ici en France à travers l'intervention du juge français. Vous êtes optimiste ?
Oui, je suis optimiste parce que c'est juste. Voilà. Certainement. C'est juste. Et donc, je veux être optimiste. Je ne vous dis pas que je suis résolument optimiste, mais je veux être optimiste. Et c'est vrai que, bon, ce métier d'avocat nous conduit à rêver parfois. C'est bien. Merci beaucoup, Éric Moutet, de Je vous en prie. nous avoir fait connaître une partie de vos dossiers africains. C'était très enrichissant. Merci et merci à vous d'avoir suivi cette émission. À bientôt.